Choisir un camp. Chapitre 2. Dans la tourmente du front russe. 1941. Smolensk et la marche vers Moscou. Au printemps 1941, je suis affecté comme assistant arts à l'hôpital de campagne de ma division, pouvant héberger 200 patients. Les soins nécessaires aux malades et aux blessés y sont prodigués dans des conditions proches de celles d'un hôpital. J'y réalise même des interventions chirurgicales difficiles. Nous recevons les blessés et les malades du front qui, après avoir été secourus hors de la zone de combat immédiate, sont d'abord dirigés vers les Truppenverbandplatz, ou qui, après avoir été soignés de la meilleure façon possible sur les Hauptverbandplatz, ont besoin de soins médicaux supplémentaires et d'un hébergement hospitalier. Les soldats ayant subi des blessures et des maladies que nous ne pouvons pas traiter correctement en raison de nos capacités ou d'une prise en charge médicale ultérieure dépassant nos possibilités, sont affectés à des hôpitaux de guerre situés beaucoup plus à l'arrière ou à des hôpitaux de réserve, parfois avec des spécialités et des équipements spécifiques. Nous nous installons dès que possible dans des bâtiments fixes, tels des écoles, des hôpitaux ou autres, idéalement à 15 ou 20 km du front. Nous disposons d'une salle d'accueil, d'un bloc opératoire, d'une salle de pansement, d'une autre de radiologie et d'une pharmacie. De plus, il y a la cuisine, le garde-manger et une salle mortuaire. Nous sommes réapprovisionnés en matériel à partir d'un parc sanitaire. Lorsque nous devons suivre la division en marche, les blessés sont souvent dirigés vers un hôpital de campagne situé à l'arrière. Y sont associés 2 trains d'ambulance motorisés, avec 15 véhicules chacun. Ces ambulances peuvent être utilisées pour transporter les blessés des Truppenverbandplatz au Hauptverbandplatz, ainsi que des Hauptverbandplatz vers l'arrière. Le tout est sous le commandement du médecin militaire de la division. Tant en marche qu'au combat, les compagnies médicales constituent le principal élément du service médical de la division. Chaque compagnie se compose de 3 pelotons, chacun ayant une fonction distincte. Le premier peloton est entièrement composé de porteurs de civières, qui récupèrent les blessés sur le terrain et les évacuent vers les postes de secours du bataillon. Le deuxième, comprenant au moins un chirurgien spécialiste, organise le poste de secours de la division. Le troisième peut être utilisé en soutien des 2 autres ou pour des missions indépendantes. Près du poste de secours de la division, des éléments de la compagnie médicale peuvent établir un poste de collecte des blessés légers. 2 contrôleurs médicaux permettent de suivre l'avancée des unités de combat et d'effectuer les travaux chirurgicaux nécessaires et d'évacuer les blessés d'une manière normale. Cela permet aussi l'établissement de 2 centres médicaux derrière les troupes de combat quand les opérations couvrent un large front. Ainsi, le service médical de la division est suffisamment souple pour s'adapter à n'importe quel changement de situation. L'équipement comprend des toiles de tente pour le montage du poste de secours de la division, pour les cas où des bâtiments ne sont pas disponibles, et des équipements chirurgicaux modernes. Le tout est convenablement emballé dans des coffres individuels et transporté par 4 ambulances hippomobiles ou motorisées. Les blessés sont examinés pour déterminer s'ils sont aptes à être évacués, reçoivent les traitements destinés à améliorer leur état et des opérations d'urgence y sont effectuées. Les fonctions du poste de secours de la division sont limitées à ces fonctions, en raison de la nécessité de maintenir la mobilité des compagnies médicales et de les faire rester aussi près que possible des unités de combat, à 5 ou 6 km en arrière de la ligne de front. À partir de juin, la 14e division d'infanterie participe à la campagne de Russie et combat d'abord dans la partie médiane du front de l'Est, dans la région de Smolensk et de Riev. Nos forces utilisent un vaste mouvement de pince pour conquérir Minsk, où quelques 340 000 soldats soviétiques sont faits prisonniers avant d'aller encercler l'armée rouge à l'ouest de Smolensk. Toutefois, nos unités font face à des problèmes liés à l'absence de routes appropriées et à la poussière de cet été long et chaud qui obstrue les moteurs des chars et des camions. En outre, les partisans russes sabotent régulièrement nos lignes de ravitaillement. La puissance et les ressources de l'armée rouge dépassent de loin ce que nous savions ou considérions comme possible.
J'ai l'impression que nos généraux sous-estiment l'ennemi. Avec l'automne, notre avancée est ralentie par de fortes pluies, des routes en mauvais état et la nécessité de reconstruire les ponts détruits au fur et à mesure que nous progressons vers l'est. Mais nos troupes continuent néanmoins à progresser, prenant ville après ville au fur et à mesure de leur inexorable avancée. Roth et Guderian parviennent à percer les lignes défensives des Russes à l'ouest de Smolensk, menant leur groupe de panzers dans un gigantesque mouvement de pinces jusqu'à la périphérie de la ville, au cours de la première semaine de juillet. Ce n'est pas la première fois qu'une armée d'invasion se dirigeant vers Moscou doit prendre le contrôle de cette ville, pôle des transports et centre commercial et religieux d'importance historique, avant de pouvoir poursuivre sa route. Le 16 juillet, comme à Minsk, une énorme poche est créée pour couper l'armée rouge des unités qui battent en retraite depuis le front occidental soviétique et des renforts qui arrivent de l'Est. Mais notre encerclement est plutôt mince, étant donné la taille relativement modeste de nos unités blindées, toujours séparées de notre infanterie. Il y a encore beaucoup de trous importants dans ce qui est en réalité un chaudron qui fuit. Nos divisions d'infanterie, qui dépendent fortement des chevaux pour tirer l'artillerie, le ravitaillement et l'équipement, ne peuvent parcourir en moyenne que 32 km par jour, contre 96 pour les divisions motorisées. De plus, les Russes se battent comme des désespérés. Ils apparaissent soudainement un peu partout, tirent, tombent sur des colonnes, des véhicules individuels, des messagers, etc. Nos pertes sont considérables. Je suis bien placé pour m'en rendre compte. Même si le chaudron de Smolensk est considéré comme fermé vers le 27 juillet, il reste encore une brèche de 16 km, près de Yartsova. À l'intérieur de cette poche se trouvent 3 armées soviétiques, soit environ 400 000 hommes. Les flancs de Roth et de Guderian sont attaqués depuis l'intérieur de la poche et depuis l'extérieur, ce qui retarde la fermeture totale du chaudron. Les combats à Yelnya sont particulièrement violents et épuisent encore davantage nos forces, notamment en raison du manque de munitions et des pertes de chars. De nombreuses divisions de panzer sont réduites à moins de 50% de leur effectif total. L'épreuve est beaucoup plus rude que les batailles du mois précédent. Pendant cet été chaud, nous sommes donc débordés de blessés. Je dois même téléphoner à l'état-major de la division pour demander de l'aide. Mais au bout de quelques minutes, il n'y avait déjà plus de liaison téléphonique, le câble ayant certainement été coupé par des partisans. La pression des tirs d'infanterie russe à l'est devient de plus en plus importante et nous devons faire charger les blessés transportables sur tous les véhicules propres et blindés disponibles et les emmener à 2 km de notre base. Mais il y a aussi quelques blessés très graves dans l'église qu'on ne peut pas déplacer sans mettre leur vie en danger. Le médecin-major a laissé notre équipe de mitrailleuses formée à l'autodéfense, à l'escadron qui s'est installé à proximité de l'édifice religieux. En outre, le drapeau de la Croix-Rouge est placé sur la tour de l'église, visible de loin, car 8 jours auparavant, les Russes ont repris un poste de secours principal allemand et tué ou enlevé tout le personnel et assassiné les blessés avec leurs baïonnettes fixées sur leurs fusils. Nos blessés dans l'église ont été sauvés d'une attaque des Cosaques par notre escadron renforcé à la nuit tombée, par des renforts de la division, venus sécuriser le village de tous les côtés. Notre bloc opératoire peut reprendre son travail. Parmi nos hommes, un soldat sanitaire a été grièvement blessé et 2 autres ont été blessés par balle. En fin de compte, la lutte pour le contrôle de Smolensk se transforme en une série de féroces batailles de rue, notre infanterie ayant finalement rattrapé l'action sur la ligne de front. Nous bénéficions aussi du soutien aérien massif de notre aviation. Les Chtukas font des ravages parmi les colonnes de chars soviétiques dans la poche de Smolensk. Pendant ce temps, des bombardiers plus lourds attaquent même la ville à plusieurs reprises, y déclenchant des incendies monstrueux. Les aviateurs n'ont pas besoin de chercher leur objectif. La torche flamboyante éclaire de loin leur chemin dans la nuit. Smolensk tombe le 22 juillet, et la poche située à l'ouest de la ville n'est définitivement nettoyée et éliminée que le 5 août. Une fois de plus, un nombre considérable de soldats de l'armée rouge sont faits prisonniers. Et moi, je deviens Oberleutnant. Mais plus important pour nous en tant qu'unité sanitaire, nous dénichons un parc sanitaire russe
richement équipés d'énormes quantités d'excellent matériel sanitaire, en partie d'origine américaine, à en juger par les impressions. Nous trouvons par exemple une réserve d'iode métallique. On comprend mieux la valeur que cela représente quand on sait qu'une cuillère à café d'iode métallique dissoute dans de l'alcool à 96% donne une bouteille d'1 litre de teinture d'iode à haut pourcentage. Notre compagnie sanitaire a de quoi tenir pendant des mois, sans avoir à utiliser un substitut d'iode rougeâtre. En octobre, nous accueillons de nombreux malades de la dysenterie, clairement due à la période de boue que nous envoyons à l'hôpital de Smolensk. La troupe doit parfois compter sur le ravitaillement disponible sur place pendant plusieurs semaines, car le ravitaillement militaire ne suit pas, car les gros camions s'enlisent dans la boue des routes russes qui sont plutôt des chemins de campagne. Certains jours, les hommes pataugent dans la boue sur 20 kilomètres et n'ont pas le choix. Ils ont souvent poussé les chariots bloqués sous l'attelage de 8 chevaux avec 20 hommes, derrière et à côté de chaque chariot, enfoncés jusqu'au mollet dans l'eau boueuse. Le soir, nous sommes heureux de pouvoir prendre une marmite de pommes de terre avec un peu de sel. De temps en temps, il y a des rayons de miel réquisitionnés dans les fermes, mais nous préférons éviter d'en prendre car cela provoque régulièrement des diarrhées épouvantables dans les estomacs affaiblis. La situation ne s'améliore qu'avec l'arrivée du gel. La première neige tombe dès le début du mois de septembre, alors que nous avons installé notre HPV dans une ferme en rondins, ce qui nous oblige à chauffer pour les blessés, surtout dans la salle d'opération, où les blessés doivent souvent être soignés à peine vêtus. Pendant la journée, il y a peu de blessés. Les avions de combat soviétiques et les chasseurs sont assez nombreux au-dessus de nous. Sur nos côtés, dans la forêt, la Flak est déployée et intervient avec zèle, mais sans grand succès. Peut-être que les Russes visent ces batteries lorsqu'elles leur tirent dessus. Le plus grand nombre de blessés arrive la nuit. Un après-midi, que je viens de terminer la stérilisation des instruments médicaux dans le bloc opératoire et que je suis près de la fenêtre, un obus explosif a explosé à 20 mètres de notre bloc, et les éclats ont traversé les murs de bois. Je décide de me rendre vers l'abri quand un deuxième impact arrive près de la fenêtre où j'étais encore il y a quelques secondes. Au hurlement de l'obus, je suis déjà à plat ventre sur le sol. Les éclats de la grenade de 15 cm s'écrasent sur le mur en bois à côté de moi. Sous l'effet de l'explosion, la fenêtre et son cadre sont arrachés du mur et me tombent dessus. Heureusement, les murs de la ferme sont épais de 35 à 40 cm. Au moment de l'impact, je sens quelque chose de chaud passer devant ma main droite. C'est un éclat d'obus de 20 cm de long que j'ai retrouvé plus tard, planté dans le pied de la table. Il a traversé la poutre en bois sous la violence de l'explosion et est passé à quelques centimètres de ma main. Je m'imagine à quoi aurait pu ressembler ma main. Chaque nuit, je vois de telles blessures. Souvent, la main est irrécupérable et doit être amputée. Quelques semaines plus tard, après avoir marché toute la nuit par moins 30 degrés, sur des chemins verglacés, contre le vent d'est glacial, dont nous nous cachons de temps en temps derrière les voitures à cheval pour avoir un peu d'abri, fatigués, crevés, totalement épuisés, nous sommes allongés dans une chaumière crasseuse. Les derniers kilomètres ne sont qu'une succession de titubations, d'efforts convulsifs pour ne pas rester en arrière, ne pas perdre le contact avec la colonne de marche, et se retrouver seul dans l'immensité du désert de neige. Le soleil pâle sort à peine des nuages, rouge sang. Nous sommes à 80 km au nord-ouest de Moscou, qui selon les ordres doit tomber entre nos mains avant l'hiver. Tout cela avec les restes d'une armée exsangue, engagée depuis juin, renforcée avec quelques renforts et sans vêtements d'hiver. Les carabines, parfois encore sans lanière, doivent être portées à main nue, et les soldats n'ont pas de gants. À la place, ils mettent des chaussettes de la Wehrmacht sur leurs mains pour parcourir 30 km par jour sous des températures glaciales de -20 à -30. Les soldats des troupes venues en renfort ne sont pas, comme la troupe engagée depuis juin, habitués au climat russe. Un tiers de ces troupes n'est jamais intervenu sur le front. Des engelures massives aux doigts et aux orteils sont les conséquences de cet envoi précipité. Bien avant l'intervention, ils sont décimés, notamment en raison de l'insuffisance de la nourriture
et des efforts fournis pendant des semaines de marche. En ce début décembre, le sol est gelé sur une profondeur de plusieurs mètres. Les mitrailleuses et les tireurs sont donc à découvert sur le sol plat. Les blessés qui arrivent par centaines sur notre HPV parlent un langage cru. Bien que morts de fatigue, la division nous donne l'ordre d'être prêts à midi avec notre bloc opératoire. Il n'est donc pas question de dormir et de se reposer. Une maison en bois spacieuse nous est attribuée comme salle d'opération, et les maisons environnantes comme salle pour les blessés, dont une école pouvant accueillir environ 70 blessés. La troupe est logée dans les maisons plus éloignées. Aucune possibilité de dormir n'est prévue pour l'équipe chirurgicale. Il n'est pas prévu non plus que nous soyons nombreux. Nous sommes 6 dans notre équipe chirurgicale restreinte. Nous nettoyons d'abord à fond notre salle d'opération improvisée. Nous enlevons la saleté et les toiles d'araignée vieilles de plusieurs dizaines d'années des coins et du plafond, et retirons l'icône poussiéreuse du coin des seins, ce qui suscite une grande désapprobation chez les résidents, qui doivent désormais camper dans la grange. Je prépare la plus grande table, comme table à instruments, pour étaler les instruments stérilisés, une autre pour les pansements, une pour les médicaments et le sérum. Nous déchargeons nos chariots chirurgicaux. Le four de stérilisation reçoit son coin et est mis en marche avec un brûleur à pression d'essence. Son ronronnement ne s'arrêtera vraisemblablement plus pendant les jours et les nuits à venir. La table d'opération est placée à l'endroit le plus accessible de la pièce, afin que les blessés puissent être facilement soulevés de la civière. 2 grandes lampes alimentées par un groupe électrogène sont placées à gauche et à droite de la table d'opération, au bout de laquelle mon confrère anesthésiste installe une petite table pour ses instruments. Sur un long banc en bois près de la porte se trouvent 2 grandes cuvettes de lavage. La dernière avec une solution de sagrotan forte pour moi, mon assistant et l'instrumentiste. Il y a également un désinfectant, du linge pour les blessés et 2 assistants. Nous avons également à portée de main une boîte supplémentaire de comprimés et une autre contenant 20 pommades différentes. Pour un HPV avancé, il faut une multitude d'objets individuels qui doivent être prêts à tout moment. Souvent, la vie du blessé dépend de la rapidité des soins. Une fois que les instruments les plus importants ont été ébouillantés dans une solution de soude et que j'ai choisi parmi le matériel principal et le matériel de collection, je pose sur les tables des couvertures et par-dessus des toiles stériles sur lesquelles je range les instruments par type et je recouvre à nouveau le tout de toile. Des pinces sont fixées aux extrémités des draps stériles, ce qui permet d'atteindre les instruments sans toucher la table ni le drap. Entre-temps, les autres soignants ont également préparé leurs locaux pour l'accueil avec beaucoup de paille, des couvertures et la vaisselle nécessaire. Bien sûr, les locaux des blessés doivent aussi être chauffés. Ce n'est qu'à ce moment-là que le médecin-chef de section est informé que nous sommes prêts à accueillir les blessés et que les panneaux de signalisation Hauptverbandplatz, que nous emportons toujours avec nous, sont placés aux entrées du village. Il y a à peine 3 kilomètres jusqu'à la ligne de combat principale. Celui qui ne le voit pas lui-même ne peut pas se faire une idée du flux de misère et de douleur qui passe par un tel poste de secours principal. Outre les 3 degrés de gelure, il n'y a pas un seul membre du corps qui ne soit pas blessé par des éclats d'obus, des mines, des bombes d'aviation ou des balles d'infanterie. Tout d'abord, chaque blessé reçoit 5 ml de sérum antitétanique et les plaies cutanées légères sont nettoyées et désinfectées avec une solution de Rivanol. Souvent, les bords de la plaie sont également excisés à l'aide d'un scalpel, de pincettes et de ciseaux afin de préparer une guérison plus rapide. Ces blessés légers, surtout s'ils sont capables de marcher, sont hébergés dans des salles pour blessés plus éloignées, où ils peuvent d'abord dormir au chaud en mangeant bien, car elles sont généralement vidées jusqu'à la moelle. Mais les cas graves passent en priorité. Ce sont les blessés porteurs d'un garrot lorsqu'un gros vaisseau est blessé. Sur la fiche rouge et blanche du blessé figure alors la mention « à soigner immédiatement », le garrot est en place depuis X heures. Ceci est important, car si le garrot reste trop longtemps en place, le membre peut se nécroser. Souvent, le blessé a été transporté pendant longtemps sur des chemins chaotiques. Il a été bousculé et secoué, et il est maintenant à bout de force à cause de la douleur, de la perte de sang et du froid.
Pour renforcer le cœur, je commence par administrer du cardiazole par voie sous-cutanée, avant que le blessé soit installé sur la table d'opération, en le faisant souffrir le moins possible. Ensuite, le membre est débarrassé des restes de vêtements déchirés et sanguinolents et nettoyé à l'eau chaude. Au-dessus du garrot, une saignée est pratiquée à l'aide d'un tuyau en caoutchouc, puis le garrot est desserré et enlevé. Tout cela se fait en quelques instants. Souvent, le membre est totalement brisé. De larges parties des muscles et des vaisseaux sanguins sont détruits. Si on laisse une telle blessure dans cet état, le blessé meurt rapidement d'une infection de la plaie, voire d'une septicémie. Et dans ces cas-là, l'amputation est inévitable, afin de créer des conditions de plaie propres, favorables à la guérison. Et de telles blessures graves se produisent très souvent dans une journée. Quelle responsabilité pour un chirurgien de décider s'il faut sauver le bras ou la jambe, ou si seule l'amputation peut sauver la vie du blessé. Je revois ces soldats. Ce jeune de 19 ans, fils de paysan du Mecklembourg, selon son livret militaire, mobilisé depuis avril de cette année, ici en Russie depuis 14 jours, et maintenant estropié à vie. Ou cet autre, bachelier de 18 ans, originaire de Stettin, dont la main droite et le pied ont été si gravement écrasés par l'explosion d'une mine qu'il faut l'amputer des 2 membres. Juste après l'école, il avait fait le service du travail obligatoire, puis la Wehrmacht, où il avait suivi une courte formation avant d'être envoyé en Russie. Ce gosse ne cessait de me demander s'il devait mourir maintenant, alors qu'il n'avait rien vécu. Que répondre à cela? Parfois, les blessures semblent mineures en apparence. Ainsi, ces 2 blessés amenés en position couchée, chacun n'ayant qu'un pansement sur le dos. Lorsque j'examine leurs blessures, je constate des éclats d'obus de la taille d'un petit pois sur leur colonne vertébrale. Toute la partie inférieure de leur corps était paralysée, et les 2 blessés sont morts au bout de quelques jours à la HPV. Les blessures au cerveau sont également imprévisibles. Je me rappelle ce blessé arrivé à pied dans notre bloc opératoire avec un bandage sur la tête, dissimulant une éraflure très fine mais profonde, probablement due à un petit éclat d'obus. Cette blessure s'est refermée en quelques jours. Malgré cela, j'ai ordonné qu'il reste couché sur le dos pendant une 20aine de jours, malgré l'insistance du blessé qui dit se sentir en parfaite santé. Et un jour, il s'est rendu sans autorisation aux latrines de la ferme et il est soudain tombé raide mort. Le cerveau était lésé et un caillot de sang s'était formé. Les lésions cérébrales importantes ne sont généralement traitées que dans les Kriegslazaretten. En revanche, je soigne directement les blessures thoraciques. Dans un premier temps, les orifices de tir sont fermés à l'air libre à l'aide d'un pansement hermétique, ce qui permet de créer des conditions de pression plus ou moins normales. Mais souvent, il faut couvrir d'énormes projectiles. On nous amène rarement des soldats avec ces blessures causées par des balles perdues ou par des balles doum-doum, des cartouches de fusil d'infanterie dont la pointe a été limée afin de provoquer des blessures plus importantes. De tels projectiles sont interdits au niveau international par les dispositions de la Convention de Genève. Je me souviens cependant d'avoir soigné un lieutenant pendant la campagne de France en 1940, qui avait été blessé par un tel projectile doum-doum. L'impact avait la taille normale d'une cartouche, le rejet dans le dos était de la largeur d'une main. Le projectile avait emporté la moitié de l'omoplate. De plus, en juin 1940, lors d'une marche à travers la France, nous avions trouvé dans le fossé, près de Nancy, une caisse entière de munitions pour fusils français avec des cartouches doum-doum fabriquées en usine, portant le cachet de fabrication à l'extérieur de l'emballage. Je n'aurais pas cru un tel manque d'humanité de la part de la grande nation. Les blessures les plus graves sont les blessures abdominales. Elles doivent toutes être impérativement opérées sur le champ de bataille principal. Le pourcentage de décès est encore très élevé. Même un petit éclat d'obus peut causer de grandes destructions dans l'abdomen. L'intervention sur une telle blessure exige du chirurgien 2 à 3 heures de travail manuel et intellectuel intensif. Souvent, lors d'une blessure par balle, il faut suturer 12 à 16 trous dans l'intestin, avec du catgut et de la soie, 3 fois. Et si un seul petit trou est négligé, une péritonite s'installe inévitablement, ce qui signifie généralement la fin. Dès l'ouverture de la cavité abdominale, une vague de sang vient à la rencontre du chirurgien. Si le blessé supporte la longue anesthésie et l'opération,
il faut souvent faire des transfusions sanguines en même temps. Ensuite, le blessé est placé dans une salle particulièrement calme et pendant 3 jours, il ne reçoit rien d'autre qu'un peu de thé non sucré. Des agents circulatoires tels le sympathol et cardiaques comme le cardiazole sont régulièrement injectés par voie sous-cutanée en alternance. C'est ainsi que nous pouvons sauver certains cas graves. Mais il arrive souvent qu'après 3 ou 4 heures de travail acharné de ma part et de mes assistants, le cœur du blessé lâche et que la vie s'éteigne encore sur la table d'opération. Nous sommes généralement très abattus lorsque nous constatons les limites de notre savoir-faire. Les blessés sont traités sur notre HPV en fonction de la gravité de chaque cas. Il arrive qu'un capitaine légèrement blessé doive attendre alors qu'un tireur grièvement blessé se trouve sur la table d'opération. Seul l'homme compte alors, pas son grade militaire. Sur des dizaines de blessés d'autres nations, polonais, français, russes, j'ai souvent effectué de grandes opérations. Pour moi, chaque blessé est un être humain qui a besoin d'aide, qu'il soit allemand ou prisonnier. Et c'est donc celui le plus gravement atteint qui est soigné en premier. Ainsi, le flot des blessés ne cesse pas depuis le début de décembre. Les salles des blessés sont vite surpeuplées et nous devons évacuer ces hommes au plus vite vers l'arrière dans un hôpital de campagne afin de faire de la place pour les nombreux nouveaux arrivants. De nouvelles salles pour les blessés sont aménagées. La 3e nuit, nous manquons d'éther anesthésique. La pharmacie de la division est également épuisée. Heureusement, nous avons reçu suffisamment d'anesthésiques par avion depuis Smolensk. Une grande difficulté concerne l'approvisionnement en vêtements chirurgicaux stériles et en linge de salle d'opération pour toutes les grandes opérations réalisées jour et nuit. L'instrumentiste est responsable de ces choses, et le nôtre a engagé 4 femmes russes qui lavent jour et nuit dans le village les draps chirurgicaux et les blouses des médecins, souvent très imbibés de sang. Mais comment faire sécher le linge? À l'extérieur, le linge gèle en 10 minutes et se transforme en planche dure. Il est donc souvent obligé de stériliser les draps encore humides et qui le restent. Dans de nombreux cas, les gants en caoutchouc ne sont lavés que dans une solution de sagrotan, puis on continue à opérer avec. Les instruments utilisés jour et nuit sans interruption ne sortent plus du stérilisateur. La plupart du temps, ils sont sortis de l'eau bouillante et déposés directement sur la table d'instruments. De temps en temps, nous faisons une petite pause pour boire du café fort, approuvé par nos aides, car nous ne pouvons pas compromettre la stérilité des gants, ce qui nécessiterait un nouveau lavage de 15 minutes. Ainsi, nous opérons sans interruption, du 5 au 7 décembre, 56 heures, sans dormir. C'est alors que le 7 décembre au soir, des nouvelles alarmantes arrivent du front. Les Russes attaquent. Nous avons environ 300 blessés dans le village, à 3 kilomètres de la ligne principale de combat, des blessés que nous devons évacuer immédiatement. 300 cras, pouvant accueillir 12 personnes couchées ou 36 personnes assises, sont disponibles à cet effet. L'hôpital de campagne le plus proche est à 25 kilomètres. Nous évacuons en permanence, mais le nombre de blessés ne diminue pas, car il y en a toujours de nouveaux qui arrivent. Nous recevons un autre message alerte, avec des chars et des troupes à ski, et se trouve maintenant au nord du village où nous sommes, et aucun des 5 cras envoyés n'est encore revenu. Notre adjudant-chef se place au milieu de la route du village et essaie de récupérer des camions vides afin de charger des blessés, mais ne rencontre guère de succès. Il manque même de se faire écraser. Le commandant de la compagnie fait alors arrêter chaque voiture qui arrive de l'avant par un officier médecin accompagné de 2 gardes armés, le revolver à la main. De cette manière, on parvient à faire monter dans chaque camion vide des blessés sommairement enveloppés dans des couvertures. Tous nos véhicules motorisés sont en état de marche, mais sans une goutte d'essence. Cela fait 4 jours qu'il n'y en a plus. Nous avons encore 150 blessés dans le village. Dans la nuit du 8 décembre, nous continuons à évacuer et à envoyer les blessés nouvellement arrivés à l'arrière. La trentaine de blessés morts pendant la nuit sont stockés dans une grange vide. D'autres, plus tard, dans l'église. Vers midi, le 8 décembre, nous avons réussi, au prix d'efforts et de persuasions indicibles face aux chauffeurs de camions, à évacuer tous nos 300 blessés. Nous chargeons notre équipement le plus important, surtout le matériel chirurgical et la pharmacie, sur des traîneaux et des voitures attelées. Tous nos véhicules motorisés doivent rester sur place et sont détruits à la grenade. En de nombreux endroits, les provisions sont brûlées.
Nous évacuons les lieux vers le soir. À la limite est du village, les Russes tirent avec des chars. Des canons anti-chars légers et des mitrailleuses sont mis en place par les soldats qui reculent. Les pionniers mettent le feu aux maisons afin de détruire les abris qui pourraient servir aux Russes qui avancent. Les villageois, pour la plupart des femmes et des enfants, se lamentent devant les maisons en feu. Il fait moins 20 degrés. Les camions en fuite écrasent sans ménagement tout ce qui se trouve sur leur chemin. À la nuit tombante, nous marchons au pas de charge derrière nos quelques traîneaux et chariots attelés, en direction du sud, vers l'hôpital de campagne. Derrière nous, j'aperçois la lueur rouge de l'église en feu du village que nous venons de quitter. Mais nos nombreux blessés sont en sécurité. Nous n'avons laissé que 60 morts dans le village, que nous n'avons pas pu enterrer. Pourtant, toute cette nuit glaciale, nous marchons vers le sud jusqu'au lever du soleil. Des chauffeurs nous ont dit qu'à Klin, l'hôpital de campagne, n'a pas pu être évacué en raison de la percée surprenante des Russes. Les blessés légers fuyaient pieds nus devant les chars russes. Personne ne sait ce qu'il est advenu des autres blessés.